Yes, sir! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour des weekly prep habituels, étant donné que je vous ai offert un genre de outlook sur l'année 2025 dans la vidéo cette semaine qui est sortie jeudi. By the way, je vous invite à l'écouter. Même si c'est comme pas maintenant, il y a quand même des choses très pertinentes là-dedans qui vont peut-être être intéressantes pour vous, qui pourraient se réaliser peut-être plus tard dans l'année. Je parle un peu plus du contexte économique, je parle aussi de l'importance des OPEX, etc. Je vous invite à aller l'écouter à un moment ou à un autre. C'est une vidéo un petit peu plus longue, une quarantaine de minutes, mais je pense que ça en vaut la peine. Aujourd'hui, écoutez, je veux pas faire des promesses que je serais pas capable de tenir, mais ça risque d'être une weekly prep qui est très rapide, étant donné que justement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans la vidéo de jeudi dernier. On va quand même passer ça relativement rapidement. C'est assez simple également le plan de match pour cette semaine, donc on va pas essayer de compliquer ça juste pour le fun de vouloir compliquer ça. On va commencer par regarder un petit peu ce qui a été mentionné justement jeudi. Vous le savez, les marchés étaient fermés jeudi et on avait un non-farm payroll vendredi. Qu'est-ce que je vous mentionnais? C'était mon intérêt envers ces lots-là ici et éventuellement les lots pré-élection. Rappelez-vous dans cette zone-là, combien de fois je vous ai dit, j'aimerais qu'on blow ça avant de blower off post-élection américaine. Finalement, on a juste eu besoin de prendre les deux lots comme à l'intérieur du range et on a réussi à décoller quand même. Mais tout est une question d'ordre des choses et quand je vois des choses comme ça, je suis un peu moins confiant pour de l'expansion plus haut. À la même façon que quand je vois des choses comme ça, je suis un peu moins confiant pour de l'expansion plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader l'opposé quand même, parce qu'on s'entend, là, c'est quand même un retracement déjà de 5%. Et je pense qu'on peut continuer à avoir une certaine faiblesse là, à court terme, du moins. Pour cette semaine, le focus est 100% vers ces lots-là sur le SP500 et on va en reparler tantôt. Mais grosso modo, si on revient sur la semaine passée, ça a été une semaine vraiment désastreuse dans le sens difficile à trader si vous tradez, surtout si vous tradez les breakouts, parce qu'il y a eu à peu près 68 fake breakout, up, down, up, down, up, down, up, down, avant de domper et donner un vrai mouvement vendredi. Ce genre de consolidation-là, c'est exactement, comme je l'ai dit souvent, quand vous savez qu'est-ce qui est en train d'arriver et vous comprenez le mouvement, ben, au lieu de overtrader là-dedans puis de ne plus avoir de munitions pour trader le vrai mouvement, ben, on attend là-dedans. On ne fait pas grand-chose ou du moins on adapte notre trading pour vraiment être super défensif et être prudent pour, on anticipait quoi? Un mouvement sur le non-farm payroll, le main driver de la semaine. On a utilisé la nouvelle économique. Aussi simple que ça. Là, ça veut me dire, Matt, j'ai regardé le non-farm payroll, les chiffres d'emploi étaient super forts. Pourquoi que le marché réagit négativement? Pourquoi le marché réagit négativement? C'est parce qu'on est en train de faire une hausse des taux d'intérêt. Et quand tu vois que le marché de l'emploi est extrêmement strong, comme un double beat ou presque, pourquoi tu coupes les rates, right? C'est un peu ça le débat actuellement et ça me ramène un peu à vous référer dans la vidéo de jeudi dernier sur la Yearly Prep où ce que je vais parler un petit peu plus de ce fondamental-là, entre guillemets. Du côté du Nasdaq, similaire, on a vu le target être livré, donc ces lots-là ont été take-out. Par la suite, on a vu un rebond quand même technique intéressant et on va discuter de la suite des choses ensemble tout à l'heure. Je reviens, on peut revenir sur le dollar US seulement lui parce que je vous en avais parlé jeudi. Vous le savez, on était dans un breakout assez important. Je mentionnais quand même vouloir voir cette zone-là être balancée. C'est ce qu'on a terminé le travail vendredi avec le push. Vous voyez, on a closé over le void en daily, qui est également le void en monthly, mais la monthly candle n'est pas fermée, donc pas vraiment d'attention de ma part là, pour ça en ce moment. Ça ressemble à ça pour le retour de la semaine. Je ne vois pas l'intérêt d'aller plus loin sur certaines choses. On va regarder ça sur le Outlook dans les prochaines minutes. Avant toute chose, il faut vous rappeler que la saison des earnings recommence tranquillement cette semaine. Rien de trop majeur, là. Quelques banques américaines, JP Morgan, Citi, on a Bank of America, Morgan Stanley, en fait, pas mal toutes les grosses banques US commencent à rapporter leurs earnings cette semaine. Donc, soyez-en conscients, c'est quelque chose qui a un impact, plus particulièrement sur le Dow et sur le SP500, mais évidemment sur le sentiment en général. Donc, ça commence tranquillement au cours des prochaines semaines. Là, on va voir des earnings de plus en plus importants se mettre à reporter, des compagnies de plus en plus importantes de rapporter le résultat au cours des prochaines semaines. On a également TSMC, TSM, le ticker TSM, là, qui est quand même un pilier dans le secteur des chips. Donc, Nvidia, AMD, soyez prudents, MU là-dedans, là, tous ces titres-là pourraient bouger jeudi avant l'ouverture. Donc, ça ressemble à ça. Du côté du calendrier économique, c'est quand même une belle semaine, bien chargée.
Je vous dirais que c'est la première semaine. Oui, la semaine passée, on était de retour, mais on s'entend, là, le marché s'en fout un peu qu'on est de retour. Mais je veux dire, c'est la première semaine qui est complète, qui est un petit peu plus stable, disons ça comme ça. Parce que la semaine passée, on avait un congé en plein milieu. La semaine prochaine, lundi, c'est pas elle qui s'en vient, mais le 20, c'est férié. Donc, le mois de janvier est quand même assez impacté par plusieurs congés ici et là. Cette semaine, c'est une belle semaine complète avec des nouvelles économiques quand même assez importantes. On commence lundi avec quelque chose d'assez mollo, là. One Year Consumer Inflation Expectation à 11 heures. C'est pas quelque chose qui est très important. Par la suite, mardi, PPI qui va être annoncé à 8h30. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous remarquez? J'en parle souvent. Le PPI sort avant le CPI. Donc, on a un genre de deux nouvelles qui vont avoir beaucoup d'impact. C'est-à-dire que le PPI, étant donné qu'il n'y a pas le CPI avant, va suggérer un chiffre pour le CPI. Mais le CPI est quand même le plus important et demeure comme une nouvelle, vraiment une des trois nouvelles les plus importantes. Donc, PPI mardi, CPI mercredi avec d'autres nouvelles un petit peu, des Fed speakers à travers ça, Beige Book à 14h également qui est quand même à surveiller. On enchaîne ça jeudi avec Core Retail Sales et Philadelphie Fed Manufacturing Index avant l'ouverture, toutes des nouvelles quand même assez intéressantes, d'autres Fed speakers. Et finalement, vendredi, relativement relax comme journée. Là, je vous dirais que si on a un gros range qui s'établit de lundi à jeudi, vendredi, considérant le fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'un point de vue calendrier économique d'intéressant, pas une session qui m'intéresse beaucoup. Ça veut dire quoi en plus court que ce que je viens de dire là inutilement? Si on a un Green Week, lundi à jeudi, vendredi est une belle journée pour prendre off. Ça, c'est mon humble opinion personnelle. Donc voilà pour le calendrier économique. Maintenant, si on regarde ce qui nous attend cette semaine, honnêtement, vous allez voir, c'est un plan qui est extrêmement simple. En plus du calendrier économique que je viens de vous parler là, c'est une semaine OPEX. Le mois de janvier, troisième vendredi, ça nous amène au 17, pas dire n'importe quoi là, le 17 qui est ce vendredi prochain, donc OPEX Week. Généralement, je vous dis, ça a toujours une importance qui est quand même assez majeure, mais janvier est un des OPEX normales les plus importants de l'année. On le sait, les quad OPEX sont généralement les plus importants, mais celle-là de janvier a une saveur particulière parce que c'est tous ceux-là qui ont des leaps, des options qui expirent à long terme, tous ceux-là qui se sont hedgés ou protégés ou whatever en 2024. Généralement prennent des expirations de janvier, le début de l'année. Pourquoi? Ça lui donne un peu de marge de manœuvre à travers décembre et début janvier. Donc, l'expiration de janvier, c'est la première de l'année, extrêmement importante. Et vous le savez, généralement, quand on arrive le mercredi d'un OPEX Week, c'est là que les flows commencent à diminuer vers le vendredi et la semaine suivante. J'en ai parlé dans la vidéo de jeudi passé, mais si on se ramasse dans ces niveaux-là, dans une fenêtre de non-force comme post-OPEX, c'est quand même assez, je dirais pas dangereux, mais ça pourrait être quand même là, quelque chose d'intéressant sur le downside qui pourrait commencer à se mettre en place. Je le répète encore une fois, là, je ne vais pas me répéter avec le vidéo précédent, mais le fait qu'on ait quitté les highs de cette façon-là et non pas en trappant les longs, c'est-à-dire en offrant un blow-off top avant de dropper, fait en sorte que le downside, personnellement, je le vois comme étant bienvenu. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Je ne vous dis pas qu'un pullback, ça c'est quelque chose même qu'on trade intraday, ça fait partie de, sans dire nos stratégies, mais notre mentalité, disons-le comme ça. Lorsqu'on trade une direction, et qu'exemple, on sait où ce qu'on s'en va. Dans ce cas-là, là, votre focus doit être 100% vers le lot de l'élection américaine, qui est également un triple bottom. Ça, c'est notre focus sur le SP500. Ça veut-tu dire qu'à l'ouverture des futures, on rentre short? Non. Si on est capable de mettre en place une compréhension que, OK, OPEX vendredi, faiblesse généralement se pointe à partir du mercredi. Petit bémol, là, ce n'est pas un VIX-Piration mercredi, donc ce thinking-là est un petit peu moins pertinent, mais il demeure quand même pertinent à partir du mercredi. Donc, si on répète ça encore, le focus est là-dedans. On sait que c'est un OPEX Week. On sait que techniquement, la non-force apparaît à partir de mercredi. Qu'est-ce que j'aimerais voir personnellement? C'est sideway, puis je le répète souvent ça, un genre d'inside day lundi. On n'a pas grand nouvelle économique, on n'a pas grand-chose. Une journée qui ne fait pas grand-chose. On a un mardi peut-être qui pourrait offrir un autre bon, mais qui garde un void qu'on a créé lundi. Et mercredi, jeudi, vendredi, notre focus serait vers l'attaque de ces lots-là. Et en dessous de ça, il y a quand même des zones très intéressantes. C'est quand même assez loin, mais écoutez, la volatilité est présente, ça pourrait être relativement quick, à mon avis. Donc, mon focus, initialement, si on a la chance d'avoir un début de semaine sideways/up,
J'aimerais regarder pour shorter éventuellement cette semaine lorsqu'on va avoir un setup pour aller attaquer notre target cette semaine. Ça, c'est le target de la semaine. Si on se ramasse, comme ça arrive des fois là, parce que le but, c'est pas de planifier chaque chandelle de la semaine. On s'entend, là, je vous détaille ça un petit peu plus précis juste pour que vous compreniez le thinking en arrière de mon analyse, mais c'est pas une nécessité que ça soit ça. Si lundi, on pousse, puis mardi, on a un short setup, je vais shorter mardi, même si c'est bon, c'est pas à partir de mercredi, comprenez-moi bien. Un scénario qui ne serait pas idéal, c'est si jamais ce soir, on ouvre avec un gros gap down et que, mettons, lundi matin, avant l'open, on a déjà take out ça. Si c'est le cas, je m'attends de voir une certaine réaction là-dedans. Je ne crois pas qu'on peut offrir V-shape juste en liquidant ça. Je pense qu'on va avoir besoin de passer un petit peu de temps. Mais pour cette semaine, je le répète, focuser sur ces lots-là et la façon qu'on va travailler là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, mettons, on regarde ça en 1 heure, puis by the way, là, sur un rally, vous voyez, je voudrais pas qu'on vienne closer ce void-là. Je voudrais qu'on un genre de gap and go ici qui s'amorce. Donc, peut-être quelque chose, peut-être prendre ce high-là avant de voir cette faiblesse-là. Qu'est-ce que je voudrais voir autour de ces lots-là? En fait, qu'est-ce que je vais observer? C'est comment on travaille là-dedans. Est-ce qu'on break avec un gros void qui est créé, genre d'expansion qui veut être confirmé, genre de gap and go, comme j'aime les appeler. Là. Si c'est le cas, ça serait quand même un beau statement, un gros statement qui veut probablement nous amener à l'intérieur de ce void-là. Rappelez-vous le fameux FOMC low là, que je vous avais parlé longtemps en octobre, même si je pense que c'est septembre. Ouais, c'est septembre. Donc, tu sais, je le sais que ça fait longtemps, mais ce genre de niveau-là, le marché ne les oublie pas. News high, news low. Évidemment, tu sais, c'est sûr que si tu focusais sur le short side, tout ce temps-là, ben, je veux dire, tu as manqué une belle run puis tu t'es fait trapper pendant 4 mois de temps. C'est pas ça le point. Mais quand que tu démontres un désir de vouloir revenir, c'est vers ces niveaux-là qu'on va aller. Donc, le focus vers le double bottom, par la suite, surveiller comment on réagit là-dedans. Écoutez, ça va dicter même, je vous dirais, l'allure des prochaines semaines, à mon humble avis. Comme j'ai dit, le post-OPEX n'est pas un bon moment pour breaker ça si vous êtes bullish. Dans le sens que si jamais on se met à prendre l'expansion là-dedans, je pense qu'on pourrait voir un marché qui veut continuer à graviter plus bas. Et ça, c'est vraiment la ligne dans le sable, là, à mon humble avis, au cours des prochaines semaines. Si on n'est pas capable de holder ce balancement-là, une fois que c'est fait, on va commencer à parler de quelque chose de probablement un petit peu plus sérieux. On n'est pas là pour le moment, considérant surtout le fait qu'on a quitté les highs de cette façon-là. On pourrait très bien voir un setup long se dessiner là-dessus. Mais cette semaine, je serais particulièrement prudent sur le upside. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas scalper long une fois qu'on a breaké ça. On va avoir une réaction, à mon humble opinion. Ça serait le meilleur des mondes. Sinon, ben, ça veut dire que c'est extrêmement weak et qu'on va aller balancer cette zone-là relativement quick. Du côté du Nasdaq, écoutez, c'est copier-coller. Il n'y a pas mille explications à faire non plus là-dessus. J'attire juste votre attention sur la weekly chart. Vous voyez le void ici qui était sur le upside, respecté, 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 au close under. Donc ça, c'est une ligne dans le sable que vous voulez tracer. Ça démontre un changement également dans la direction, à court terme du moins. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas à long terme non plus. Mais je surveillerai ça de près cette semaine, en plus du petit gap qui a été tracé là-dessus. Si on regarde sur la daily chart, dans le meilleur des mondes, vous voudriez voir ça être respecté cette semaine sur un rally. Encore une fois, c'est en weekly, donc on pourrait graviter un petit peu over it, mais ce n'est pas la fin du monde. On va l'effacer là, pour le bien de nos yeux. Même chose, lundi, peut-être une journée qui crée un void. Par la suite, on utilise ce void-là comme référence pour rider ce lot-là. Le lot de l'élection US qui est un petit peu dans cette zone-là également. Et si jamais on veut décrocher plus sérieusement, le fameux lot du FOMC, en plus de balancer cette zone-là qui est en place, qui est vraiment la dernière ligne de défense, entre guillemets, pour trouver un support en ce début d'année. J'ai pas de problème. Honnêtement, ça serait le bienvenu. Là. Comme 6-7% de pullback encore, ça donnerait un pullback de 10-12%, ça serait vraiment intéressant là, de voir ce genre de retracement-là en début d'année pour par la suite regarder pour bâtir quelque chose sur une continuation bullish. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, début 2025, personnellement, si vous voulez, je veux être extrêmement prudent, cash sur la majorité de mes actifs personnels. Je ne vous dis pas de faire ça, absolument pas. C'est juste, on discute, mais c'est pas quelque chose que je me suis caché. En fait, je vous en ai parlé ouvertement là, toute l'année 2024. Début 2025, c'est un début d'année qui est assez pivot. Par contre,
le fait qu'on n'ait pas blowé off fait en sorte que je suis tout aussi prudent parce que les risques sont les mêmes, mais je suis moins confiant qu'on amorce quelque chose de très sérieux. Ça ne veut pas dire que ça commence comme ça puis que ça ne le devient pas, right? On s'entend. Mais pour l'instant, la façon qu'on a quitté les highs ne me dit pas qu'on amorce de quoi d'extrêmement sérieux sur le downside. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je vais profiter du downside, de la façon que, parce qu'on a vraiment des targets A+++, et je profiterai du upside une fois qu'on va avoir confirmé qu'on ne veut plus aller plus bas, parce qu'on sait que les highs ne sont pas, ils n'ont pas été quittés de façon très saine et qu'on pourrait y retourner relativement rapidement. C'est comme ça que je vous mentionnerai mon intérêt pour début 2025. Donc, en une heure, c'est un peu la même chose. Oui, on a frappé les lows, on a réagi. J'aimerais que ça demeure ouvert. C'est sûr que le Nasdaq est un peu plus volatile, pourrait aller plus haut. Mais le swing low de l'élection US est vraiment le pivot et la clé en ce début d'année-là. Puis, by the way, je ne veux juste pas dire n'importe quoi, là, mais ouais, ça, c'est. Ouais, celle-là ici, ce n'est pas celle-là. C'est celui-là ici. Désolé, là. On va juste effacer ça pour pas qu'il y ait de. Ben, en fait, je vais le laisser là parce que c'est vrai que c'est une élection swing, dans le sens que c'est le pullback sur l'élection qui a holdé, mais techniquement, c'est ça. Là. La liquidité pré-élection, c'est celle-là. No bueno. Si on perd ça avec un void, c'est dangereux. Donc voilà. Dollar US, comme j'ai mentionné, il a déjà balancé. Qu'est-ce qu'il y avait à balancer? Qu'est-ce que je vais surveiller au cours des prochaines semaines? Ben, en fait, cette semaine, c'est, si on le regarde en une heure, ce swing low-là. On commence à manquer un peu de jus. Si on perd ce swing low-là avec beaucoup de conviction, je pense personnellement qu'on peut flipper ce void-là en daily et aller attaquer trendline low, balancer cette chandelle-là. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant. C'est sûr que le timing est moyen si vous comparez avec l'analyse que je viens de faire sur les indices, parce que techniquement, mon bias est bearish. Donc, je vois mal les indices flancher. Ben, en fait, ça pourrait arriver quand même, considérant les divergences, mais je vois mal les indices flancher pendant que le dollar break down complètement. Complètement. On s'entend, ce serait simplement un retracement, là. Mais c'est peut-être pas quelque chose de très favorable. C'est la raison pour laquelle on va surveiller comment on réagit sur le niveau que je vous ai tracé autour de 109-126. Le void en daily, c'est de votre ligne dans le sable. Si on peut trouver support là-dedans, je pense qu'on a encore de la place. Personnellement, là, mon target sur le dollar US à moyen terme, et vous savez que mon moyen terme est très court, donc ce void-là ici à 111, 111,2, 111,8, ce serait la prochaine étape plus sérieuse sur le dollar US. Du côté de l'euro, encore de la place. On a breaké, bounce. Regardez qu'est-ce que j'avais mentionné. Ce swing high-là devient votre référence. Est-ce qu'on est capable de prendre l'expansion over? La réponse, c'est non. On a fait un lower low. Est-ce qu'on est capable de breaker avec conviction? Je doute que la réponse soit oui. Parce que pour l'instant, là, on voit clairement que, OK, on grind, donc c'est pas super clean comparativement à ce qu'on a vu précédemment. Mais le balancement de ce void-là en daily, en weekly, ça demeure quand même encore une fois à court terme, / moyen terme, l'objectif. Gardez un œil sur le VIX. On n'a pas été en mesure de closer over le chiffre 20 cette semaine, mais le chiffre 20 est votre ligne dans le sable pour voir si le downside est plus sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on break le target que je vous ai donné sur IS et Nasdaq, et que le VIX spike, mais qui crush under 20 et que les indices bounce, ben là, on pourrait peut-être dire, OK, ça pourrait être suffisant pour un bounce technique sur les indices qui est intéressant et le VIX qui se fait crush vers ses gaps. À l'inverse, si jamais on break avec le void en dessous des niveaux clés sur les indices et que le VIX spike over 20 et que vous le voyez commencer à trouver de la force, là, on pourrait commencer à parler de quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Tout est à propos du timing. Et en ce moment, le timing est intéressant sur le downside, considérant l'OPEX. Donc, je laisse ça comme ça, mais ça va être vraiment intéressant au cours des prochaines semaines de voir qu'est-ce qui se passe. En parlant de choses intéressantes, US 10 years, les yields continuent à repay off. Écoutez, ça, c'est pas bien. Et vendredi, le non-farm payroll qui double beat les expectations. Après ça, tu as des Fed speakers qui sortent des médias qui disent je pense que c'est une banque anyway, peu importe qui a dit ça, mais moi je vous le dis, puis ça fait longtemps que je vous le dis. Je ne crois pas qu'on va être capable de couper les rates autant qu'on anticipe de pouvoir le faire, considérant toutes les données économiques. L'inflation pourrait redevenir un facteur. On a un CPI cette semaine qui va être très important. Tu sais, j'en ai pas parlé beaucoup, mais le CPI de cette semaine est critique. Si le CPI sort plus haut qu'anticipé,
je lance ça comme ça, puis c'est rare que je fais des comparaisons, mais ça va me faire penser à quoi? Ça va me faire penser à 2022. Début 2022, qu'est-ce qui a amorcé le move down qui était quand même assez important, qui était éventuellement un bear market. Je ne suis pas en train de parler de bear market, je suis en train de parler de début d'année qui peut être un peu plus nébuleux, un peu plus chaotique. Qu'est-ce qui avait amorcé ça? C'est les CPI qui commencent à beat expectation. Puis alors qu'on s'attendait à ce qu'ils commencent à taper dessus, ben on était plus haut. 2024, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on devrait frapper les expectations, tout le monde va être rassuré jusqu'à un certain point on stagne. Et c'est ce qui commençait à arriver fin 2024. On verra 2025, mais un nouveau gouvernement, un nouveau stimulus qui va arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup aux States, considérant qu'est-ce qui est en train d'arriver avec le nouveau gouvernement, etc. C'est pas un environnement qui est qui devrait réduire l'inflation. C'est quelque chose qui pourrait optique solide l'inflation et revoir des hausses. Et les yields ne mentent pas à cet effet-là. Du moins, les yields vous disent que les rates ne s'en vont pas à zéro demain, là, à voir qu'est-ce qu'on voit dans ces graphiques-là. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Je surveillerai le 5%, qui est un chiffre quand même pivot qu'on a discuté déjà beaucoup et qu'on parle également dans la vidéo précédente. Donc je vous ai fait des fausses promesses, c'est confirmé, ça fait déjà 20 minutes, ça va tourner autour de 30 minutes aujourd'hui. Mais anyway, j'espère que vous avez quand même appris au moins quelque chose. Ça ressemble à ça pour les indices, la préparation. Quelques titres à vous parler aujourd'hui. Honnêtement, les stocks sont pas très beaux en daily. C'est souvent quelque chose que tu vas utiliser pour baser ton bias sur les indices parce que c'est très, très, très corrélé. Mais des fois, les méga caps, les méga tech vont suggérer quelque chose que les indices étaient encore en train d'hésiter. En ce moment, on est dans des points pivots sur plusieurs large caps, dont Apple. Si vous regardez en weekly, il y a plusieurs setups similaires sur plusieurs large caps. On a un genre de bull flag, break. Donc, tu sais, autant que sur les indices, je vous dis, on n'a pas nécessairement eu le blow-off top que j'aurais voulu. Mais si je regarde un titre comme Apple, c'est quand même un genre de blow-off. Il manque un peu d'impulsion, là, right? Comprenez-moi bien là-dessus. Mais c'est quand même comme textbook un genre de bull flag break qui est en train de fader. Si ça ne hold pas, on va aller chercher ça. C'est toujours la même chose qui se passe, peu importe le time frame. C'est juste que souvent on est comme trop zoom in puis on rentre dans. On se convainc nous-mêmes de tricher nos analyses. Mais avant de jouer long, ça, c'est pas une base qui est saine avant de quitter vers une expansion. On l'a fait, on va avoir besoin de probablement revenir chercher ça et probablement ça. Et là, étant donné que tu as pris ce jus-là, ben, ça sera probablement pas juste un swing low avant de rip-off. Vous comprenez l'ordre des choses, d'où tu arrives versus où tu t'en vas. Initialement, tu aurais voulu créer un d'où tu arrives, où tu t'en vas. Là, est-ce que tu as peut-être créé un d'où j'arrive vers où je m'en vais? C'est une possibilité. Encore une fois, on est dans une zone critique ici, en weekly. Encore une fois, on a quand même la saison des earnings qui arrive dans une couple de semaines qui pourrait sauver un peu tout ça. Là. On verra, mais surveillez Apple. À court terme, je pense qu'il y a quelques large caps qui pourraient leader le show sur le downside. Donc, au lieu de shorter les indices, je pense qu'il y a une coupe de large caps qui pourrait être intéressant à shorter. Même chose sur Microsoft, sur la weekly chart, genre de flag. Rappelez-vous, j'étais même long sur Microsoft, pas pour rien que ça l'a pas levé autant que j'aurais voulu. C'est parce que j'ai jamais eu l'entrée. J'ai fait des compromis sur mon entrée parce que j'aurais voulu une entrée là. Mais finalement, quand on m'a donné un higher high, j'ai pris le pullback. J'ai ridé un bon mouvement. Mais pourquoi on manque de jus? Parce qu'on n'a pas pris ce qu'on avait à prendre first. Donc, j'aime beaucoup le short sur Microsoft à court terme. Au minimum pour le double bottom ici, là, on pourrait peut-être voir quelque chose du genre. Mais personnellement, je pense qu'on pourrait aller attaquer cette trendline-là. Et si on veut être sérieux, ce double bottom-là à 3,84 devient quelque chose d'assez intéressant. Même chose sur Google. Là, tu vas me dire, ouais, mais Matt, lui, il n'a pas breaké up. Ben écoutez, dans le cas où on verrait une faiblesse un petit peu plus sérieuse à court terme, un titre comme Google qui n'a pas pris ses highs, personnellement, je le vois comme une divergence. Je le vois comme un lower high alors que tous les autres ont fait un higher high. Donc, si lui n'est même pas capable de faire un higher high, pourrait leader le show sur le downside par la suite. J'aime beaucoup le gap comme target. Puis, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, ce setup-là pourrait être un très beau long par la suite. On analysera en temps et lieu comment que les indices réagissent sur les niveaux que je vous ai mentionnés. Tout est une question de. On peut se positionner en ce moment short. Je ne pense pas que c'est quelque chose de très high risk, mais ça pourrait être juste une prise de liquidité qui est majeure un peu partout. Et si c'est le cas, good. Mais c'est le genre de trade que j'aime. Tu rentres avec en tête un objectif, tu prends des profits, le reste, c'est du bonus.
Si tu as raison, tu le sais que tu as la meilleure entrée possible pour un mouvement majeur. Si tu n'as pas raison, tu t'es quand même payé puis tu prends le reste break-even. No big deal avec ça. Donc, c'est le genre de setup que j'aime bien. Surveiller Google à court terme. AMD en terminant avec les earnings de TSM. Cette semaine, écoutez, rappelez-vous, là, j'étais extrêmement bullish sur AMD, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est probablement un des seuls titres, j'exagère, un des seuls, il y en a une couple, là, mais un des titres que j'étais le plus confiant qu'on ride ça initialement là, vers la fin de l'été. Finalement, il n'a jamais levé. On n'a jamais, tu sais, le gap ici a rejeté, on n'a jamais été capable de retrouver cette force-là. On regardera ça un autre jour, mais à court terme, là, je ne le trouve pas très encourageant. Là. Surveiller comme ce double bottom-là si on veut se mettre à prendre l'expansion, les earnings. Écoutez, gap and go, ça, là, c'est pas du tout des formations que vous voulez voir si vous êtes bullish. Donc, oui, on vient de liquider un lot. Oui, c'est un titre qui est intéressant. Oui, c'est un titre qui est down 50% depuis ses all-time high. Oui, ça peut sembler un rabais, mais personnellement, je pense que le rabais va venir un petit peu plus bas encore une fois. Ça, c'est mon opinion personnelle encore une fois. Si jamais il trouve support ici, all good, mais je serais très prudent avec un titre comme AMD et personnellement, je pense qu'il y a encore un beau downside qui est potentiellement jouable. Si on regarde Nvidia rapido, là, ça aussi, c'est pas une structure qui est très bullish. Autant que ça a l'air d'un double top. Si vous regardez en 4 heures, on n'a pas pris les highs. Je pense qu'on avait pris les highs. Ouais, on les a pris en 1 heure, tu le vois un petit peu mieux, mais c'est subtil. Je pense pas que c'est suffisant. Je savais qu'on avait fait un high, je pensais que c'était un petit peu plus considérable que ça. C'est vraiment subtil. Ça peut être suffisant, c'est pas l'idéal. Mais tu sais, c'est vraiment un price action qui vous plaît, ça. Écoutez, personnellement, je vois ça comme une grosse consolidation à des all-time high actuellement. Est-ce qu'on veut jouer ce genre de range-là? Personnellement, si j'avais quelque chose à jouer, là, je focuserais sur le short side pour attaquer une sortie down du range. Mais une fois qu'on est sorti du range, comme je viens de mentionner, ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'expansion. On pourrait très bien revenir. Ça va vraiment dépendre des indices, mais une chose est sûre, je ne suis pas en train de caler un top du tout, mais si un titre comme Nvidia a topé, ça va être difficile pour le reste de voir de la force. Donc c'est vraiment des moments intéressants. C'est pas une surprise, je veux dire, je vous ai parlé de début 2025 pendant des mois en 2024. On est là, c'est le temps d'être prudent, c'est le temps de profiter de la faiblesse à court terme pour potentiellement jouer soit du swing ou du day trade sur le downside, qui pourrait virer en swing slash moyen terme. On ne sait pas. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Si jamais on aime, tu sais, si jamais la réaction et le timing sur certains niveaux et certaines zones que je vous ai mentionnées est là pour du long, ben ça va me faire plaisir de le prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le blow-off avant d'amorcer le downside. Si on avait complètement blowé off ici, puis Nasdaq pourrait se discuter, là. Nasdaq, je pourrais vous dire que il n'est pas complètement off. Il n'est pas complètement champ gauche comme blow off. Parce que ça en est quand même un pas pire. Là, dans le sens qu'on a fait comme 10% sur l'élection, mais plus particulièrement comme 3% en 4 jours avant de dropper. Je le considérerais potentiellement intéressant. Lorsque je regarde le SP500, j'ai un petit peu plus de difficulté à faire confiance à ce genre de bull flag fade. Là. Dans le sens que n'importe qui a shorté le high ici, c'est jamais fait. Sortir, est encore dans le trade. Ça, c'est plus difficile à avaler pour moi pour faire confiance à un vrai down move. Mais je veux dire, c'est quoi un vrai down move? C'est quoi tu as besoin? As-tu besoin de 20? As-tu besoin de 30? As-tu besoin de 50? Personnellement, j'ai juste besoin des targets, puis je le ride et j'analyse ensuite. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ça. On s'amuse avec les weekly preps, je donne des objectifs, des outlooks, mais le but du jeu, c'est de snapper des runs. Puis des runs sur le downside, il va en avoir des belles. Assurément vers ça, potentiellement vers ça, et par la suite, pour en avoir une méchante belle sur l'upside également. Juste là-dessus, venez trader en live avec nous autres à tous les jours pour moins de 25$ par mois. Pour 20, un petit peu plus que 25, on parle de 26$ par mois pour le Discord. Venez trader avec nous autres en live. Les preps le matin, les lives le matin également. Des recaps, des échanges, etc. Donc, une belle communauté. Venez nous retrouver. Je vous souhaite une belle semaine. Désolé, j'ai pas tenu ma promesse. Je pensais que ça allait être court. C'est quand même en bas de 30 minutes, mais anyway, c'est ça. Je reste là-dessus. Salut tout le monde.